Bien, bien, bien. Bonsoir, mes énigmatiques libertariens créateurs d'une comédie musicale sur la vie de Tupac. Comment allez-vous? Si je suis devant vous ici ce matin, les petits chums, c'est parce que le temps est venu de vous présenter mon preview du Samouraï MMA chapitre 5 qui a lieu le 11 mars, ce samedi, en direct du House of Pain, le Colisée de Laval. Puis on a le droit à vraiment une carte incroyable. Si vous m'avez écouté dans les dernières semaines sur le podcast ou les podcasts, en fait, euh, je l'ai mentionné à plein de reprises. C'est une carte qui nous donne l'impression qu'on retourne vers quelque chose qu'on était un peu plus habitué chez TKO. Là, genre, tous les combattants québécois qu'on connaît se battent sur la même carte. Euh, c'est incroyable. Carte qui était prévue pour 14 combats, il en reste 12. Louis Jourdain, malheureusement, s'est blessé à une cheville, ne pourra pas combattre. Alan Girard s'est aussi blessé, donc son combat contre Tyler Freeman ne pourra pas avoir lieu, mais il en reste 12. Il n'y a pas beaucoup de promotions au Canada qui sont capables de présenter des cartes de 12 combats professionnels. Puis Samouraï, c'est une de ces promotions-là. Et puis, ben, je suis là pour vous présenter tout ça, mes analyses pour chacun des combats. Pas de prédiction, comme d'habitude. Pas de prédiction ici, là, officiellement sur MMA Talk. Déjà que les gars de l'Arena MMA m'ont fait faire des prédictions. Fait que vous checkerez ça sur leur channel à eux si vous voulez. Mais ici, je ne ferai pas de prédiction, juste des analyses du style des deux combattants. Un peu présenter les deux combattants, une analyse du match-up. Et puis, on fait ça pour tous les combats de la carte. On commence à l'instant même avec le main event de la soirée. Chez les 145 livres, Alex Morgan, Lukash Demchour ou Wukash Demchour, parce qu'il y a la petite ligne sur le S là, que j'ai pas écrit ici parce que j'ai pas un clavier polonais. Mais oui, Alex Morgan de retour sur la scène locale, de retour à la maison. Oui, c'est à Laval. Lui, c'est un gars de Blainville. C'est tout juste à côté. Là. Le gars va emmener la moitié de Blainville au complet à cette Fight Night-là au House of Pain. Donc, on s'attend à vraiment c'est un grand retour pour Alex Morgan qui, rappelons-le, s'est basé au Contender Series lors de son dernier combat face à Blake Builder, n'a pas remporté ce combat-là. Et 1-0 dans Samouraï parce que son combat avant ça, le combat qui l'a amené au Contenders, c'est une performance absolument incroyable dans un combat de championnat des 145 livres face à Majed Amo, qui est le champion Unified MMA, puis qui est comme en train d'être sur une belle streak. Là. Si tu enlèves la défaite qu'il a subie aux mains d'Alex Morgan, Majed Amo est vraiment en train de prouver qu'il est comme le meilleur au Canada après Morgan. Donc Morgan, vraiment seul au top au pays, comme ça fait plusieurs années qu'il est. Et puis va tenter de revenir sur le chemin de la victoire face à Lukasz Demchour. C'est un match-up assez intéressant pour lui, le Polonais, qui a une fiche de 8 victoires, 4 défaites en carrière, mais qui avait commencé sa carrière avec une fiche de 1-3, et puis qui est 7-1 dans ses 8 derniers combats, et maintenant sur une séquence de 2 victoires. Et combattant debout, principalement, Łukasz Demchuk, c'est un combattant debout, 5-10, donc à peu près la même grandeur là, que Alex Morgan, quelqu'un qui est un range striker. C'est vraiment là qu'il est confortable. Tu le vois que dès que le combat se retrouve dans la pocket et qu'il est forcé un peu à échanger des mains, il est plus facile à taguer que justement quand il joue sa game à distance, qui est kicker. C'est ça qu'il fait. Il kick puis il jab. C'est pas quelqu'un qui se sert beaucoup de ses mains, honnêtement. Ce qui est quelque chose contre Alex Morgan que je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est ça son style. Le gars, il veut être all the way out, pomper son jab, mais surtout essayer de lander des kicks. Aux 3 niveaux, il le fait assez bien. Ça top quand même assez bien son head kick. Il faut être prudent avec ça, mais principalement un combattant qui va souvent bien commencer ses combats parce qu'il kick beaucoup, il reste à la turn, il fait ses affaires, mais quand tu es capable de t'adapter à sa game, il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui viennent en arrière de ça, ce qui fait de lui un combattant quand même assez prévisible à range. Ensuite, euh, comme j'ai dit, la middle distance, la pocket, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça du tout. Il va préférer essayer de clincher. Ou il est très, très, très dangereux parce qu'il fait deux choses. Soit lancer des genoux en quantité industrielle, autant à la tête qu'au corps, et puis jump des backtakes. Il essaie de backtake du clinch, il essaie de backtake debout. Puis c'est quand même un assez bon backtaker, honnêtement. Là, je pense que s'il y a quelque chose dans sa grappling game qu'on doit noter, c'est que c'est ça. Il prend assez bien le dos. Donc, c'est quelque chose qu'il faut checker. Mais pour Alex Morgan, qui est un combattant qui lui aussi est bon à range, qui travaille bien, autant avec ses mains qu'avec ses pieds, sûrement plus avec ses mains que ses pieds, en fait, mais qui est un combattant qui punch et qui kick, qui va puncher et kicker dans la même combinaison,
aussi. Ça, c'est quand même le fun à voir quand tu te retrouves contre un adversaire qui, justement, va juste essayer de kick at range ou être très désemparé un peu dans la pocket. Fait que je pense que Alex Morgan va avoir le moyen de travailler aussi, surtout que Demchour ne semble pas être le combattant le plus puissant. Dans le sens, pas un grand finisher, le gars, sur 8 victoires, 2 victoires par KO, TKO. Le reste, c'est toutes 3 décisions ou 3 victoires par soumission, comme j'ai dit, assez bon back-taker, fait qu'il est capable de surprendre à cet effet-là. Il a aussi perdu par soumission, de 2 défaites par soumission contre 2 décisions, donc match-up intéressant, je pense, un combattant qui arrive clairement ici là, au Canada pour battre quelqu'un qui sort du Contender Series, puis peut-être être dans la mire de l'UFC pour une prochaine saison du Contender Series, sachant que le talent polonais est généralement assez solide dans l'UFC. Donc, le gars, Łukasz Demchour, veut arriver ici, saisir sa chance face à Alex Morgan, qui est un excellent combattant, le meilleur 145 livres au pays, et quelqu'un qui va tenter de revenir à la maison en force devant son public. Donc, excellent main event en perspective. Ce qui nous mène au co-main event, qui, je vous le cacherai pas, est mon combat le plus anticipé de la soirée, et ça de loin, parce que Robert Serres, après son parcours incroyable à Samouraï, va finalement se battre pour un championnat. C'est ça qu'il voulait, et puis il va l'avoir. Il avait demandé Mick Dufort. C'est pas quelque chose qui s'est produit. C'est donc Jesse Ronson qui est là. Le légendaire, un de mes combattants préférés, si vous me suivez, vous le savez, j'adore Jesse Ronson, le body snatcher, qui a la réputation un peu de venir gâcher le party au Québec. Là, on l'a vu faire ça face à Derek Gauthier, on l'a vu faire ça face à Michael Dufort, on l'a vu faire ça à de maintes reprises, puis Jérémy Caponi aussi, là, notamment. Puis, fait que, gros combattant, revient de l'UFC où ça a été difficile là, dans sa deuxième run. Autant sa première run avec l'UFC, c'est 3 défaites par split decision qu'il aurait pu gagner. Son autre run, c'est une victoire par soumission face à Nicholas Dalby qui est automatiquement renversé à cause d'un drug test qu'il a fait. Il est suspendu pendant comme 22 mois, si je me rappelle bien, ce qui est presque 2 ans au grand complet. Puis là, quand il est revenu, tu sais, des moments un peu plus difficiles où même il se fait finir dans ses combats et tout. Fait que la question se posait, mais il est arrivé au BTC contre un adversaire qui était pas tu sais, qui avait une bonne fiche puis tout. C'est un adversaire journeyman de niveau régional, puis il l'a complètement pété au premier round. Il a passé une soumission. Tu sais, Jesse Ronson est un gars qui, avec le temps, a de moins en moins peur de se servir de son grappling, de shooter takedown ici et là, d'essayer de faire du work au sol. Il va falloir qu'il fasse attention là-dessus face à Robert Serres. On ne se le cachera pas, Robert Serres, Gypsy Danger et Hooks and Guillotines. Je le dis à chaque fois, c'est ça qu'il fait. Le gars, il lance des crochets pour t'arracher la tête. Puis s'il ne t'arrache pas assez la tête pour que tu tombes, ben, tu vas le shooter un takedown un peu en panique, puis il va te guillotiner. C'est ça qui fait de ses 7 victoires. Il y a 3 KO, 4 soumissions. Ces 4 soumissions sont toutes des guillotines. Il est 3-0 chez Samouraï sur une séquence de 3 victoires. Un moment donné, il était 4-3, Robert Serres, à la fin de Takeover, notre perte contre Dufort. Après, il a perdu contre Caponi. Là, il a pris un long break. Revient à Samouraï, 3 victoires consécutives. Bat Kevin Généreux dans un combat complètement ridicule. Ensuite, Pat Connors, belle performance où il se faisait peut-être un peu taguer debout en ce début de combat-là, mais Connors s'est allé pour un takedown, il était capable de finir la soumission. Puis ensuite, Guillaume De Lorenzi, probablement sa meilleure performance, sa victoire la plus spectaculaire. Et puis, écoute, honnêtement, ça va être dur pour Robert Serres de keep up avec Jesse Ronson. Le niveau technique de Jesse Ronson, autant debout qu'au sol, Ronson étant un gaucher, puis un striker qui, une fois qu'il a obtenu les reads sur toi, va être immensément dévastateur, et ça à tous les niveaux, particulièrement au corps. De là le nickname de Body Snatcher. Le gars a de nombreux TKO parce que causé par un coup au corps, puis c'est vraiment juste un excellent striker complet qui a ajouté le grappling qui a sa première run dans l'UFC, puis un peu par après, c'était comme sa faiblesse. Il peut se faire takedown, se faire contrôler un peu. Là, ça n'arrive plus vraiment dans son cas. C'est même quelqu'un qui va poursuivre les attaques de grappling ici et là. Fait que je pense que si Robert Serres n'est pas capable de finir Jesse Ronson dans le début de ce combat-là, ça va être un match-up difficile, essayer de garder le pace de Jesse Ronson, qui est un combattant immensément technique, mais
Robert Serres, en début de combat, est absolument violent, rapide, agressif. Et puis, c'est là qu'il pogne ses adversaires souvent. Et puis, Jesse Ronson, on l'a vu être ébranlé dans ses derniers combats. Donc, tu sais, c'est pas hors de question que Robert Serres arrive de façon très agressive, puis ébranle Jesse Ronson en tout début de combat, puis est capable de sauter sur le finish avec son opportunisme. Fait que ça, c'est vraiment pas hors de question ici. Mais à suivre, c'est pour ça que ce combat-là est selon moi le plus intéressant de la soirée, parce que ça peut se finir en 30 secondes, comme ça peut devenir un combat de plusieurs rondes où on voit justement la technique de Jesse Ronson peut-être être capable d'avoir le dessus sur l'agression de Robert Serres. Ensuite, Fred Duprat, Mayo Campanella, un autre title fight ici. Chez les 145 livres, qui était la belt d'Alex Morgan, mais comme on voit, Alex Morgan, là, va tenter d'affronter des super fights, là, des gars de calibre international qui sont près de l'UFC, des combats que s'ils gagnent, ça peut leur mettre directement dans la mire d'un short notice dans l'UFC ou d'une deuxième chance au Contender Series ou quelque chose comme ça. Et puis, Fred Duprat et le Crown Jewel du Québec, on s'entend, le combattant probablement qui a été le plus spectaculaire, le plus expéditif, en compagnie de Robert Serres, c'est un ou l'autre. Mais ouais, Fred Duprat, excessivement expéditif dans toutes ses victoires en carrière, dans tous ses combats en carrière, mais surtout chez Samouraï, où lui aussi, il est 3-0. C'est vraiment Serres et Duprat qui se disputent la meilleure fiche chez Samouraï MMA depuis le retour. Et puis, ça va peut-être être décidé ici, à moins que les deux gagnent. Mais Fred Duprat, Mayo Campanella, combattant qu'on a déjà vu au Samouraï 2 face à Yannis Hazard, et puis qui a vraiment surpris la foule québécoise quand il a survécu à un round difficile, le premier round où Yannis a été très agressif, mettait du volume sur lui, des spinning back fists, tout semblait bien aller, mais Mayo en mesure de s'adapter au deuxième et au troisième, aller chercher des takedowns, puis vraiment contrôler au sol pour aller chercher cette victoire-là. Et puis, c'est vraiment un thème d'être un bon combattant complet dans tous les aspects pour Mayo Campanella, mais d'être très grappling heavy, d'être très grappling centric. Souvent, Mayo, pour être confortable, il est capable de faire du work debout, mais va aimer mieux aller chercher un takedown, être sur le top de son adversaire, puis travailler de là. Puis on le sait à quel point c'est juste dangereux de shooter sur Fred Duprat. Là. Ce gars-là, c'est la meilleure guillotine ever. Tout simplement. Son squeeze est incroyable. Et puis, il est capable de la prendre des angles les plus bizarres du monde où tu dis, je ne devrais pas me faire soumettre de cet angle-là, mais il te soumet de cet angle-là. Il n'a jamais passé le premier round dans sa carrière. Win or loss. Son plus long combat, c'est 2 minutes 50 contre Pat Connors, qui était après une méga absence. Donc, tu peux le comprendre d'avoir peut-être pris une minute ou deux pour se remettre dans le field. Puis si tu dis, oh, il a pris une minute ou deux pour se remettre dans le field, ben, ça a pris 50 secondes après ça pour finir le combat. Ce qui est pas mal in line avec la majorité de ses performances. Donc, écoute, j'ai dit que je faisais pas de pic. On a un fighter en Mayo Campanella qui est très grappling-centric, puis que selon moi, s'il shoot un takedown dans ce combat-là, il y a des très bonnes chances que ça cause sa perte. Donc, voyons voir comment il va aborder ce match-up-là. Ensuite, Joe Ramsey, Colton Boxall. Combat un peu short notice pour Colton Boxall, mais c'est bien quelqu'un que ça ne dérange pas, c'est lui. C'est un combattant de l'Alberta qui s'entraîne sous Lee Meehan au Canadian Martial Arts Center à Lethbridge. Et puis, il vient tout juste de se battre le 18 février dernier sur Rumble in the Cage, qui est le show organisé par Lee Meehan, donc où il showcase des combattants de son gym. Il affrontait un combattant qui s'appelait c'est Kitchen, mais je ne me rappelle plus de son prénom, je vais aller voir sur Tapology, mais il y avait une fiche professionnelle de 5 victoires, 3 défaites, alors que Boxell s'amenait dans ce combat-là 1 et 4. Et puis, ce qui est arrivé ici, c'est Josh Kitchen. Et puis, c'est ça, ce qui est arrivé, c'est que les deux ont échangé, ça a été un bon combat, mais on a le chum Colton Boxell qui, au deuxième round, est en mesure d'amener le combat au sol sur un drag takedown du clinch. S'est retrouvé dans une position pour prendre le dos, a sink in un inverted triangle qui était dans un angle extrêmement bizarre. Et puis, il est allé travailler le Kimura de là. Puis, comme il travaillait le Kimura, son adversaire a tapé clairement pas du Kimura parce que le Kimura n'était pas sink in du tout, donc du inverted triangle. Mais Colton Boxell, c'est ça. C'est un combattant, comme je dis, une fiche de 2 victoires, 4 défaites. C'est défaites 2 par KO, 2 par décision. C'est quelqu'un qui n'aura pas l'avantage debout face à Joe Ramsey du tout, mais c'est un weirdo jiu-jitsu guy.
vraiment étrange au sol. Ces 2 victoires, c'est justement un inverted triangle puis un heel hook. Heel hook qui a presque eu de debout. Là. Le gars, il était debout, il a pull direct dans une position de leg lock puis il a arraché le talon de son adversaire complètement. Donc, autant c'est un combat qui est prenable pour Joe Ramsey, qui, on s'entend, là, le 2-0, un des grands prospects, quelqu'un qui a un KO, une soumission déjà, fait qu'il nous a montré à son dernier combat, capable d'aller chercher des gros takedowns, fait tout avec puissance. J'ai hâte de le voir tester, honnêtement, Joe Ramsey, pour être franc avec vous, parce que s'il est capable de garder ce style all power là pendant 15 minutes, ça va être un des combattants les plus dangereux genre de l'histoire du Québec, littéralement. Souvent, c'est un style qui est dur à maintenir sur 15 minutes, donc j'aimerais ça le voir tester dans ce combat-là. Puis honnêtement, même si Boxall arrive avec une fiche de 2-4, c'est quelqu'un qui va être dans le combat jusqu'à temps que Joe Ramsey l'enlève dans le combat, littéralement. Puis ça peut arriver rapidement. Ramsey frappe très fort et est très agressif en début de combat, puis Colton Boxall s'est déjà fait passer des KO dans sa carrière. Mais si ce combat-là se prolonge, puis Boxall réussit à avoir des drôles de positions au sol, où il essaie ses hosties de soumission bizarres, ça peut devenir un match-up, un défi très intéressant pour Joe Ramsey. Donc, combat le fun, combat intéressant, j'ai hâte de voir ça. Puis on passe au prochain qui est peut-être là, en dehors de Ronson et Ceres, mon combat le plus attendu de la soirée. Danny Mallette, Jordan Balmire. Puis pourquoi c'est attendu? C'est parce que c'est 2 strikers. T'as un gars qui est un pro boxer avec une fiche de 11-2 qu'on a vu combattre des combattants qu'on connaît, qui est un boxeur connu, là, Jordan Balmire. On sait c'est qui le dude, on le check sur la scène des sports de combat depuis très longtemps. Puis là, finalement, il fait le saut en MMA pro où il s'est battu amateur auparavant. Il y a des victoires justement contre Robert Ceres chez les amateurs, contre Jérémy Caponi. Puis finalement, le saut chez les pros s'entraîne avec les Jourdains, Fabio Alanda au BTT. Ça va être très intéressant, ce match-up-là contre Danny Mallette. Puis principalement, ça va être intéressant parce que c'est 2 strikers. Tu as un boxeur, un kickboxer. Là, ça ne veut pas dire que Mallette fait rien de kicker, puis Jordan Balmé ne kick pas, puis que Mallette ne se sert pas de ses mains. Rien de tout ça. Là. Mais tu as un gars que son style est principalement le kickboxing. Tu as l'autre que son style est principalement la boxe. Et puis, le kickboxer va être le plus grand et le plus long des deux. Là. Jordan Balmire, ce move-là de se battre contre Danny Mallette à 175 livres, c'est vraiment un move de je m'en calisse, je veux me battre. T'sais, c'est pas sa catégorie de poids du tout. C'est probablement 20 livres de moins que ça, sa catégorie de poids. On va dire 10 parce que c'est la scène régionale. Des fois, tu aimes ça peut-être pas coter tout le poids que tu coterais à l'UFC. Puis la scène régionale offre 165 la majorité du temps. Donc, je pense que Balmé pourrait être un 165. Mais principalement, je pense que le gars est un 155. Et puis Danny Mallette, c'est un 170 qui là, va se battre à 175. Donc, juste à 5 livres de son poids d'habitude. Et c'est ça, t'as le gars qui va être plus long, puis qui, en théorie, va être le meilleur, ben pas le meilleur, mais le gars qui veut le plus se battre at range, ça va être Danny Mallette ici. Puis ça va être le plus long, puis ça va être le plus gros des deux. Donc, ça va être très intéressant comme match-up, parce que si on y va... Désolé, technique pure de striking, c'est vrai que dans Mini Mallette, il y a des combats de kickboxing pro et tout, mais l'expérience au niveau que Jordan Balmire a eu dans un art martial de striking pur, c'est dur de ne pas donner l'avantage en termes de striking en général à Jordan dans ce combat-là, mais comme je dis, ça va être lui le plus petit, ça va être lui le moins long des deux. Puis tu as un gars qui est déjà fait quand même long en Danny Mallette à la base, qui va kicker, qui va se servir de son jab pour essayer de garder Jordan Balmire à range puis le frustrer là. Donc honnêtement, là, ce match-up-là, c'est le plus intéressant de la carte. Sur le preview de l'Arena MMA, c'était le match-up que je n'étais pas en mesure de pick. Puis les deux piquaient le même, donc j'ai juste pick l'autre pour que les deux aient des picks parce que selon moi, c'est à ce point-là un match-up serré, un match-up 50-50 que j'ai vraiment hâte de voir. Ça va être, d'après moi, là, des highlight reels sur cette carte-là. Puis, can't wait for that. Ce qui nous mène un autre combat qui risque de brosser en esti quand tu y passes bien comme il faut. Tommy Morrison, Edwin Martinez. Tommy qui continue sa conquête du Mexique face à Edwin Martinez, qui est encore une fois pas le premier adversaire contre lequel il a été cédulé dans ce combat-là, mais est-ce que ça serait vraiment un Tommy Morrison fight s'il n'y avait pas un changement d'adversaire? T'sais? Je pense pas.
Fait que Tommy, un autre qui nous a impressionné, peut-être plus dans son deuxième combat que dans son premier combat, mais vraiment, c'est un prospect qu'on attendait depuis longtemps. Puis autant des fois, t'aimes ça voir ton prospect arriver faire comme Joe Ramsey, là, chier tout le monde en mille au premier round. Moi, pertinent, j'aime ça. Mais pourquoi pertinemment? Qu'est-ce que je dis? Ça paraît que je viens de finir de travailler, les chums. Il est tard dans ma tête, même si c'est 8 heures du matin, mais bref. J'aime ça voir des prospects comme Tommy Morrison, surtout à flyweight, se battre pendant 15 minutes. Ça peut juste être bon. Ça peut juste être bon. Tu sais, tu as des combattants comme Kamaru Usman qui finissaient pas personne pendant des années. Puis là, check, un moment donné, il devient champion du monde, puis il finit par développer vraiment sa game au point où toutes les skills innées qu'il a, son power, son explosivité, sa rapidité, c'est quelque chose qui sort comme ça parce que là, il est rendu vraiment un combattant complet d'arts martiaux mixtes qui n'a jamais vraiment perdu de combat, qui n'a jamais en fait perdu de combat, sauf une fois à son deuxième combat pro. Dans toute sa carrière, tu sais, puis là, un moment donné, il est devenu un finisher. Fait que cette grande parenthèse-là pour dire que j'aime ça voir Tommy faire des décisions, puis avoir des décisions pas faciles aussi. Contre Toru, ça n'a pas été facile au premier combat. Le deuxième combat contre Diego Silva, premier round qui était quand même ardu. Les deux autres, on l'a vraiment vu sortir de sa coquille, puis comme quand même dominer son adversaire, mais dominer un adversaire qui donnait de la super bonne opposition aussi. Donc, ça a été vraiment intéressant de voir Tommy faire 15 minutes deux fois. C'est de l'expérience là, qu'il met en banque, puis qu'un moment donné, plus tard dans sa carrière, ça va tellement lui servir que d'avoir eu cette expérience-là tôt, cette adversité-là tôt dans sa carrière. Puis ça va être aussi bon face à Edwin Martinez, qui a aussi 24 ans. Mesure 5 et 4, donc un peu plus petit que Tommy, mais qui est une boule de muscle, qui ne fait qu'exploser. C'est que ça qui fait. Il n'y a rien qui ne fait pas full power. S'il lance des strikes, c'est full power. S'il shoot un takedown, c'est full power. S'il se lance dans une soumission, c'est full power. Puis ça fait que des fois, il se lance trop loin. Ça fait que des fois, il fait des erreurs. Fait qu'honnêtement, ça va être un combat explosif. Mais je pense que si Tommy a, dans ses 3 derniers combats, eu une bonne opportunité de finir vraiment son adversaire. Je pense que c'est dans ce combat-là. Parce que Tommy est un combattant qui, justement, est déjà complet et responsable et qui fait bien les choses. Puis c'est ça, des fois, on a l'impression qu'il hold back un peu. Mais là, il va s'affronter un adversaire qui va hold back absolument rien, puis qui va être trop agressif, puis qui va faire des gaffes, qui va faire des erreurs, surtout au sol. Là. Au sol, c'est quelqu'un qui va vraiment prioriser la soumission à la position. Et puis, tu sais, un bon grappler positionnel comme Tommy Morrison, qui, je le sais pertinemment qu'il aurait aimé mieux montrer son grappling dans ses 2 premiers combats. Là, ses takedowns n'ont pas landé comme il voulait. Il n'a pas été capable de contrôler ses adversaires aussi bien au sol, bien que contre Silva, quand il l'a eu au sol, puis qu'il a eu des bonnes positions sur lui, le ground and pound tout sortait super bien, puis je le sais que Tommy aimerait ça showcase ça dans ce combat-là, puis il va avoir un adversaire qui va absolument lui donner l'occasion de faire ça. Donc, ça va être un combat explosif chez les 125 livres. Premier combat de la main card, donc à la suite de l'entraque, la carte qui va être splittée 6-6, et puis c'est ça. Tommy commence la main card suivie de Malad Balmé, Joe Ramsey, après Dupras, Serres, les 2 title fight, puis Alex Morgan pour terminer. Main card absolument incroyable, les chums. Puis les prelim et tout vont être débiles. Puis les prelim et tout vont finir avec un bang. Parce que Simon Lagarde et Gordon Cunningham, c'est ceux autres qui vont nous closer ça chez les 185 livres. Et puis, man, ça va être nice. Ça va être vraiment nice. Simon Lagarde, Gordon Cunningham, ça va être un size match-up absolument comique, les chums. Absolument comique parce que tu as Simon Lagarde qui, quand tu regardes les middleweight, il est petit. Il est petit, mais il est large, il est thick, il est puissant. Puis, j'aime bien le qualifier comme un Strania type fighter. C'est quelqu'un qui aime ça se battre, qui veut se battre. Lui, il s'en calisse là, de pas mal tout ce qui se passe alentour de tout ça, de ce que le monde dit, de whatever. Lui, ce qu'il veut, c'est rentrer dans le cash puis se battre avec quelqu'un. C'est un père de famille. Vraiment d'autres choses à calisser dans la vie que de se battre. Mais le gars, il aime ça, puis c'est pour ça qu'il fait ça. Puis
t'as pas le choix de respecter puis d'admirer un fighter de même. Et puis ça fait longtemps que c'est pas battu, le avril 2019, donc tu sais, littéralement 4 ans. Il fait son retour dans la cage. Et puis ça va être comique comme style match-up parce que t'as le Strania type fighter qui va être super agressif, qui va vouloir brawler, rendre ça dirty, rendre ça un match-up qui va être proche, là, close range, soit dans le pocket ou soit dans le clinch ou soit même au sol. Simon Lagarde, c'est quelqu'un qui s'il pogne le top sur toi, là, il y a du ground and pound assez brutal. Tu demanderas à Cole Fetzner. Donc, Gordon Cunningham, c'est le contraire. C'est pour ça que le match-up va être fou. Le gars mesure 6 et 5. C'est 5 et 10 contre 6 et 5. T'en as un qui est le petit tic, t'as l'autre qui est all grandeur, all bras, all jambes, puis vraiment très maigre pour la division. Mais c'est un bon fighter, là, avec s'entraîne au Adrenaline MMA. Il y a une fiche de 1-1, vient de gagner en octobre dernier pour la première fois chez les pros face à Mike Germoudi. Évidemment, quand tu as un gars de 6 pieds 5 avec tous les longs membres du monde, tu t'attends à ce que ce soit un distance striker. Quelqu'un qui veut rester at range, qui a un bon jab, qui a des bonnes straight. L'affaire qui rend ce match-up-là incroyable, c'est qu'honnêtement, là, on ne se le cachera pas, Gordon Cunningham, en termes de style match-up, il y a un avantage sur Simon Lagarde ici. Mais Gordon Cunningham, à la fois, il a l'air de tellement aimer se battre qu'il ne veut jamais que ça finisse. Puis il est vraiment relax jusqu'à dire nonchalant dans la cage des fois. Ce qui fait qu'il laisse ses adversaires dans le combat à tout coup. Contre Ivan Rischuk, il avait du bon succès, il le laissait dans le combat, il s'est fait passer un knockout. Contre Mike Germoudi, man, il y avait la différence de skills entre ces deux gars-là était incroyable, mais Germoudi était tough, puis il voulait pas lâcher, puis Gordon Cunningham, je sais pas pourquoi il n'y avait pas l'instinct du tueur dans ce combat-là, puis même s'il a fait mal à son adversaire, il l'a comme laissé off the hook à plusieurs reprises, puis crime, si tu fais ça à Simon Lagarde, il va t'arracher la tête, là. Si tu laisses Simon Lagarde, genre, dans le combat, surtout si tu es capable de faire mal à Simon Lagarde, d'avoir du succès contre Simon Lagarde comme ça, il va être bien dans ta barnaque, mais tu le laisses dans le combat. Aïe, chum, ça peut virer très, très mal. Là. Puis je pense que c'est l'affaire la plus concerning par rapport à la game de Gordon Cunningham. Le gars, il est trop laid back, il est trop willing de laisser ses adversaires dans les combats quand des fois il se bat contre des adversaires qui devraient être en mesure de finir de façon assez expéditive. Lagarde n'est pas un gars qui va être facile à finir de façon expéditive, même si tu es capable. Donc, il y a des bonnes chances que Gordon Cunningham le laisse dans le combat. Puis ça se peut que ça brasse en esti les chums. Fait que manquez pas ça. Avant ça, Isaac Blais, Mauricio Cruz. Et puis, c'est un match-up que j'aime et que j'aime pas, je ne le cacherai pas. J'aime ça parce que j'aime les deux gars. Genre, je suis content de voir Isaac de retour. Lui aussi, c'est un gars qui s'est pas battu depuis mai de 2019. Donc, lui aussi, comme 4 ans, basically, à quelques mois près. 2-0, 2 victoires par soumission au premier round face à P.O. Bouffard, Dominique Lacroix. Ce qui est étrange, mais pas étrange, parce que quand tu regardes Isaac Blais, principalement, c'est un striker, c'est un combattant très agile qui est capable de faire des choses assez incroyables à cause d'une flexibilité là, qui est assez hors du commun, surtout au niveau de ses jambes. Il vient d'un patin de martial arts avec Sifu Pat, donc un gym prédominamment de striking. Mais le gars, il gagne tous ses combats par soumission, que ce soit chez les pros ou chez les amateurs. D'un, parce qu'il est capable de te faire mal sur tes pieds, puis ça provoque le grappling. Puis aussi parce que quand tu es flexible debout, tu es capable de kicker du monde d'en face en spinning kick sans faire d'effort. Souvent, ça translate à avoir des très bonnes jambes en grappling, ce qui fait que il s'appelle pas Spider-Man pour rien. Le gars faufile ses jambes un peu n'importe où. C'est un excellent backtaker. Puis quand tu es capable de prendre le dos des gars en MMA d'habitude, tu es en mesure d'y finir. Donc, Isaac Blais, il a comme 26 ans, man, puis il revient. Il est encore dans la fleur de l'âge, même s'il a pris 3-4 ans en break. C'est incroyable, puis j'ai tellement hâte de le voir back, mais ça me fait un peu mal au cœur qu'il affronte Mauricio Cruz. Man. Mauricio Cruz qui est 1-4, il a 22 ans, mérite tellement mieux que ça. Il est 0-2 chez Samouraï, il a affronté Mehdi Zaidvan puis Amro Falastini. C'est ces deux prospects genre incroyables de très très haut niveau qu'il a affronté. Et puis, écoute, c'est pointé pour affronter Amro. Il n'y avait pas de genre de gym, il n'y avait plus de coach. Il est arrivé une histoire avec son gym, ses partenaires l'ont comme un peu abandonné. Fait qu'il n'y avait plus, tu sais, le gars, il n'y avait plus de place pour s'entraîner. Puis il y a eu un offre de combat, puis vu que c'est un Mexicain, puis qu'il n'y a rien que ça du cœur, ben il a dit fuck that, moi je le prends, puis j'y vais. Puis ça a donné ce que ça a donné, ce qui est une défaite face à Amro, mais une défaite par décision où
il n'a pas gagné aucun des rounds, mais il a été compétitif. Là. Il ne s'est pas fait laver, il ne s'est pas fait démolir, il ne s'est pas fait détruire, ni rien. C'est un bon combattant relativement complet qui est bien meilleur que sa fiche. Évidemment, sa boxe, son striking, c'est un Mexicain. Ça va être principalement ça qui génère sa game. C'est son gros problème, honnêtement, que j'ai cru voir, même contre Amro. Amro avait du succès debout contre lui, mais principalement où il a vraiment pull apart dans ce combat-là, c'est avec les takedowns. Puis son contrôle au sol. Puis le problème, c'est que Mauricio a à la fois pas une super bonne takedown defense et il est vraiment trop willing de rester sur son dos. C'est un gars qui est quand même un bon armbar. Là. Il a absolument pris Mehdi Zaidvan dans son armbar. Malheureusement pour lui, Mehdi l'a levé à une main puis il l'a lancé direct sur sa tête, qui a donné un slam KO, qui est d'ailleurs la seule défaite par KO de la carrière de Mauricio. Puis on s'entend, c'est pas vraiment quoi tu peux dire, il s'est fait knocker, il n'y a pas de chin big. Le dos s'est fait lancer sur sa tête par un Iranien en furie. Là. Tu comprends qu'il est un des combattants les plus puissants qu'on a vu dans la cage de samouraï, littéralement. Donc, c'est ça. Un peu trop de willingness là, de la part de Mauricio, de hang au sol. Où, oui, il y a un pas pire armbar de son dos, mais c'est pas mal tout ce qu'il y a. Puis il serait bien plus avantageux à se relever et à essayer de se battre debout, mais il a peut-être pas toujours tendance à faire ça. Donc, Isaac contre Mauricio, man. That's the fight. Et c'est ça qu'on va checker. Ensuite, Souhaib Damani, Irving Molina. Molina qui est de retour à Samouraï. Son dernier combat était là aussi. Il a perdu au premier round face à Joe Ramsey, une défaite par soumission où Ramsey a vraiment été capable de nullifier les choses que Kakaroto faisait bien en sacrant des très très bons leg kicks puis en essayant de clincher puis d'y aller pour un takedown tôt dans le combat parce que Kakaroto c'est un fou, man. C'est un fou furieux de 6 pieds 1 à 170 livres qui est quand même long, qui, tu sais, va mettre un paquet de pression, va essayer d'être très agressif debout. Beaucoup de travail à faire au sol, honnêtement. Là, beaucoup de travail à faire au sol, mais quand il va être debout, ça va être intéressant dans ce combat-là parce que Souhaib Damani, combattant qui est natif de la Tunisie, s'entraîne maintenant au Nordic Fight Club depuis qu'il a déménagé à Lévis. A quand même 38 ans, va être beaucoup plus petit à 5 pieds 10, une fiche de 2-1 chez les professionnels et 2 victoires consécutives. C'est un combattant beaucoup plus slow pace. Naturellement, je pense que son âge le prescrit peut-être un peu, mais autant qu'il ne va pas être autant un fou furieux que le chum Molina, autant c'est un bon combattant contrôlé dans tous les aspects du MMA, qui est capable de bien travailler dans tous les aspects du MMA. Il a beaucoup d'expérience en striking. C'est un grappler décent. L'affaire qui m'intrigue ce combat-là, c'est que le seul combat que j'ai vu de Damani se battait contre un complet fou furieux aussi. Là, un genre de Irving Molina qui réussissait quand même à le taguer un peu debout, mais Damani est en mesure de lander des bons takedowns contre lui, chose que je pense qu'il va être capable de faire contre Molina. Mais c'est là que ça va être intéressant parce que Molina, oui, a du travail à faire au sol, mais il va être meilleur que le dernier adversaire de Damani. Là, écoute, le gars, il tenait la tête de Souhaib pour essayer une guillotine sur lui quand Souhaib était rendu en mount. Et puis, tu sais, je vous cacherai pas que ça me fait un peu mal de regarder ce combat-là puis de voir Damani ne pas finir cet adversaire-là, qui a vraiment un très mauvais niveau de grappling. Mais écoute, il l'a contrôlé, il a facilement gagné le combat. Et puis, je pense que ça pourrait être un avenir à la victoire s'il est capable de contrôler Kakaroto au sol ici. Mais Molina va essayer comme un fou jusqu'à temps qu'il soit plus capable d'essayer. Puis, c'est un gars qui, autant Souhaib est capable de contrôler, puis est capable d'amener le combat à la décision. Win or lose, Kakaroto ne se rend jamais à la décision. Donc, dynamique de combat très intéressante ici. Et puis, j'ai crissement hâte de voir ça, honnêtement. Ensuite, Éric Caiolo, Antoine Chaput. 155 livres, match-up très intéressant. Antoine Chaput, je pense qu'on peut le mettre dans la catégorie des top prospects québécois. Il est 0-1 chez les pros. Il s'est fait absolument crosser là, dans son combat. Puis, tu sais, oui, je sais que souvent on regarde ça avec l'optique du hometown fighter. C'est le gars pour qui on root, puis dès qu'il perd, puis que c'était serré, on est genre, quelle décision de merde. Mais ça, c'est une décision de merde. C'est battu au Mississippi, se battait contre un gars de la Louisiane, qui est un État voisin. A perdu la décision, Dieu sait comment, parce que clairement, il a gagné les rounds 2 et 3 ici. Puis c'est vraiment un excellent combattant. 21 ans, 5 et 11 à 155 livres. Et complètement
complètement dedicated, dédié, je perds mon français, les chums, complètement dédié au MMA. Et puis, il est bon, man. Il est complet. Les gars que vous allez voir pour la première fois sur cette carte-là, ils vont vous surprendre à quel point ils sont complets. Puis, Chaput en est un. Ses kicks sortent tellement bien. Il est capable de puncher en arrière de ses kicks, de kicker en arrière de ses combinaisons de punch. Aussi, un bon grappler. Je pense qu'il aurait envie de nous montrer cette facette-là qu'on n'a pas vraiment vue dans son combat aux États-Unis. Mais tu sais, un bon grappler qui a une bonne submission game. Vraiment all-around, là, un excellent prospect, puis un gars que tu t'attends pas à ce qu'il soit bon comme ça à l'âge de 21 ans, puis il l'est. Puis il affronte Eric Caiolo, qui est comme tout le contraire, là, 37 ans, un peu plus petit, mais stocky, que c'est l'expérience dans son cas. C'est l'expérience, les années d'entraînement qui vont vraiment peser dans la balance dans ce combat parce que oui, il affronte un top prospect. Oui, il affronte un combattant qu'on attend avec beaucoup d'anticipation chez les pros. Mais Eric Caiolo s'est battu 2 fois chez les amateurs contre Marc-André Barrios. Son seul combat pro, c'est contre Alex O'Neill, qui s'est terminé en split décision en 2017. Donc, le gars, là, il a vu neiger avant hier. C'est pas le petit Antoine Chaput de 21 ans qui va arriver là puis qui va l'impressionner. Puis c'est pour ça que j'ai tellement hâte de voir ce combat-là, voir si la jeunesse puis la fougue puis comme le New Age MMA star avec beaucoup de kicks originaux, puis ça va être capable de prevail contre le bon, je veux pas dire le bon vieux de façon comme négative, je dis ça de la façon la plus positive possible. Le bon vieux Eric Caiolo qui s'entraîne depuis toujours, qui a un paquet d'expérience, puis qui c'est exactement ce qu'il veut aller faire dans ce combat-là. Il n'y a pas, tu sais, des fois, les prospects un peu plus jeunes, puis je dis pas que c'est le cas d'Antoine Chaput du tout, mais ils veulent un peu explorer différentes avenues dans les combats. Ils ont beaucoup de talent, mais pas nécessairement le process qui vient avec le talent. Eric Caiolo, il a le talent, il a les heures d'entraînement, il a l'expérience, puis il a le process. Il ne passera pas par 4 chemins pour gagner ce combat-là. Puis c'est vraiment un match-up intéressant parce que si Eric est capable d'implémenter son game plan, qui d'après moi va peut-être passer par des takedowns, puis beaucoup, du clinch contre la cage, des takedowns, du contrôle au sol, du bon ground and pound. Essayer de forcer Chaput à donner des mauvaises positions. Ça va juste vraiment être très intéressant. J'ai hâte de voir ça. Bon clash des générations ici. Chez les 155 livres. Ensuite, Scott Rodriguez, Béchir Labidi. Je ne veux pas m'éterniser sur ce combat-là parce que Béchir est un inconnu et un complet inconnu. Je n'ai aucune information sur lui, à part qu'il vient de Tunis, en Tunisie, qui a 29 ans, qui se bat chez les 125 livres, puis que j'ai vu une vidéo de lui en train de faire des pads, puis que ça avait l'air pas pire pantoute. Et puis qui s'entraîne au Tristar depuis qu'il est arrivé à Montréal, là, un peu plus d'un mois. Et puis on a du bon feedback de lui au Tristar. Dans le sparring, il fait bien contre des bons combattants à son poids. Donc, ça va être intéressant de voir Béchir en action face à Scott Rodriguez, qui est un des hype top prospects, 24 ans. S'entraîne au GKS Martial Arts à Pointe-Claire. Lui aussi, le combattant qui va vous surprendre par ses skills complets dans tous les aspects des arts martiaux mixtes. Le gars, il est capable de se battre debout très bien. Il a une bonne takedown game. Il a un bon combat au sol. Il est capable de sortir de des mauvaises situations. Il a affronté quand même un très haut niveau d'opposition chez les amateurs. Puis je pense que s'il y a bien un amateur qui est fin prêt à faire le saut chez les pros puis qui est prêt à impressionner sur la scène professionnelle, c'est Scott Rodriguez. Puis c'est vraiment ballsy de sa part, je pense, d'accepter un combat contre Béchir Labidi. Tu ne peux pas avoir de footage sur lui, il n'y en a pas. C'est comme impossible de savoir à quoi tu as affaire. C'est un bon testament de comment Rodriguez est comme confiant. Ouais, confiant. C'est ça. Si je perds mes mots, je vous dis, les chums, ça va pas bien pantoute, mais ouais, c'est ça, Scott Rodriguez, à quel point il est confiant en ses habiletés de juste dire, OK, j'ai pas moyen de savoir c'est qui mon adversaire, j'ai pas moyen de l'analyser un peu avant le combat, mais c'est pas grave, je suis confiant en ce que je suis capable de faire, puis je vais accepter ce combat-là pour cette raison-là. Puis ça va être nice, j'ai hâte de voir ça. Et ça va nous mener au premier combat de la soirée, les chums. Olivier Reine, David Hubert-Terrien. Ça sera peut-être pas le combat le plus chic de la soirée en termes de technique, mais ça va être bon, ça va être drôle, ça va être un brawl probablement. Parce qu'ici, on a, je veux dire, comment je peux te décrire ça? On a clairement l'expérience de David Hubert-Terrien face à la jeunesse d'Olivier Reine, la fougue d'Olivier Reine, qui a 26 ans, qui est une black belt en judo, qui s'entraîne avec Crew Ash au Titans Academy pour son striking. Donc, il prend vraiment tous les bons steps
pour devenir un bon combattant. Mais le gars, il a juste pas beaucoup d'expérience. Puis c'est dur pour lui de trouver des combats chez les amateurs pour la simple et unique raison que c'est une black belt en judo. Puis pas tout le monde là, chez les amateurs qui a envie d'accepter un match-up de même qui, oui, est un match-up très complexe pour les amateurs, mais un coup passé pro, honnêtement, moi, je pense qu'Olivier Reine aurait peut-être pu profiter de plus d'expérience chez les amateurs, mais il n'y a aucun match-up qui va répondre plus à cette question-là que David Hubert-Terrien. Parce que David Hubert-Terrien s'est battu chez les pros à 5 reprises des fois. Déjà, ça a été 5 défaites pour lui. Une défaite par KO, 4 par soumission. Et puis ça s'est terminé en 2015. Donc là, vraiment un bout. Puis il est retourné chez les amateurs. Puis bien franchement, les chums, il a continué à perdre chez les amateurs. C'est ça qui est arrivé. Mais il a continué à perdre contre. Vu qu'il a beaucoup d'expérience, affrontait soit presque toujours le meilleur combattant disponible dans comme 2-3 weight class. On l'a vu débarquer dans des shows, se battre contre le top prospect heavyweight du Tristar. Lui, il est là comme avec sa blonde, puis bien tranquille, pas nécessairement personne dans son coin. Puis il se pointe là, puis il se bat, puis il fait de son mieux, man. Puis honnêtement, je suis content de le voir revenir parce que dans ses derniers combats chez les amateurs, il a fait des belles affaires. Il est sur une bonne streak. Et puis honnêtement, crime, tu sais, si Samouraï MMA, qui est une promotion locale québécoise, et pas une place où des gars comme David Hubert-Terrien peuvent se battre, je ne sais pas à quoi ça sert tout ça. Oui, tu sais, on veut monter des espoirs, trouver le prochain Georges Saint-Pierre, le prochain grand prospect québécois, mais quelqu'un qui est dédié au sport comme ça, là, comme David Hubert-Terrien, qui Chris, il n'a jamais lâché. Là. Il aurait pu lâcher 500 fois ce gars-là parce que ça ne marchait pas en tout pour lui, et ça pendant fucking trop longtemps. Puis il a continué à travailler et à s'améliorer jusqu'à temps que ça marche juste assez pour qu'on lui redonne sa chance chez les pros. Puis écoute, il y a des chances qu'il batte Olivier Reine. Il y a des chances qu'il ne le batte pas pantoute, parce que l'autre, il a une black belt en judo, puis il est en train de son striking avec un des très bons striking coachs qu'on connaît. Puis, c'est un gars qu'on croit comme étant quand même un assez bon prospect, à genre 170/185. Fait que ça se peut qu'Olivier Reine fasse juste comme confirmer son prospect status puis gagne ce combat-là. Mais ça se peut qu'Olivier Reine se retrouve devant un gars qui a genre 100 quelques combats d'expérience en tout, puis qui va hang around assez longtemps dans ce combat-là pour rendre ça sketchy, pour rendre Olivier Reine fatigué, puis rendre ça un combat difficile où il donne de l'adversité à son adversaire, et puis rendu là, tout peut arriver. Donc, combat intéressant en début de carte, honnêtement. Moi, je pense que c'est du bon matchmaking. Je pense que donner David Hubert-Terrien à des top prospects qui sont clairement prêts à faire le saut chez les pros, puis qui, à 265 livres ou à 205 livres, ça n'a pas d'allure de faire ça. Mais à 185 ou à 170, donner quelqu'un qui, oui, démontre des belles habiletés, mais qui, on pense qu'il est peut-être encore un peu vert pour la scène professionnelle. C'est du matchmaking parfait selon moi. Puis j'ai crissement hâte de voir ce fight-là. Puis c'est ça. C'est tout, les chums. J'ai parlé des 12 fights de Samouraï MMA. Ça a lieu ce samedi 11 mars au Colisée de Laval. Si vous n'avez pas vos billets, les chums, checkez ça parce qu'il n'en reste pas beaucoup, honnêtement, des billets. Puis vous ne voulez pas manquer cet événement-là. C'est un événement absolument incroyable. J'espère que j'ai fait ma job pour vous hyper. Soyez là. On se voit là-bas. Moi, je suis on post comme d'habitude sur les commentaires en anglais, live sur Fight TV. Si vous ne pouvez pas être là, si vous habitez loin, pour X, Y raison, c'est sur Fight TV. Tous les liens vont être dans les commentaires, mais les liens vont dans la description, c'est-à-dire, mais je vais probablement le pin sur un commentaire aussi. Puis tout est déjà partagé sur la page Facebook de MMA Talk. Donc, soyez là. On se voit là-bas. Si vous êtes là-bas, venez nous dire yo. Et puis, ben, c'est ça, les chums. Samouraï MMA, chapitre 5, preview in the bag. Esti, let's fucking